Ramdam Sport, Benoît Choquet. Vous êtes sur Ramdam Sport pour le retour du foot américain, 4e semaine et plein de belles surprises et de confirmations. Pour en parler avec nous, Georges Huppé, journaliste au groupe Sud Presse et grand passionné. Bonjour Georges. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Pas trop fatigué? Pas du tout. Pas beaucoup suivi de match? Très peu à cause du boulot, donc j'ai dû décrocher le tout dernier, en pleine nuit. Ceci dit, j'ai quand même vu un match, quoi. Voilà. Belle moyenne. Alors au menu cette semaine, on décryptera avec Georges la 4e semaine de championnat. On enchaînera comme d'habitude avec le top flop 3 et le flag de la semaine. Alors on va commencer tout de suite Georges avec les confirmations. Donc ceux qui nous ont suivis la semaine passée savaient qu'il y avait 3 équipes à 3-0, donc 3 victoires et 0 défaites. Ces 3 équipes-là sont encore invaincues puisque Arizona, Atlanta et Houston ont tous les 3 gagné. Alors, on va commencer par Houston. Écoute Georges, je pense qu'on peut dire simplement efficace. Écoute, Houston 38, Tennessee Titans 14. Donc, on peut dire très large victoire, facile. Une 4e victoire, acquise vraiment dans le déroulé, dans la maîtrise. Il faut bien le dire maintenant aux auditeurs. Pourquoi ? Parce que pour le moment, tout le monde écrase les Titans. Donc, oui, en plus voilà. Les pauvres, Jake Locker s'est blessé dès le début du premier quart. Ouais. Et c'est le vieux Hasselbeck qui a pris la relève. Le seul truc positif chez les Titans, c'est un petit peu la renaissance de Chris Johnson. Il a enfin couru plus de 100 yards. Oui, je croyais que tu allais me dire que dans le Tennessee, on avait retrouvé Elvis Presley, mais non, même pas. Non, et je pense que c'est vraiment la saison de transition, une fois de plus, j'ai envie de dire, pour une franchise qui, il y a quelques années, affichait quand même de plus grandes ambitions. Enfin voilà, Atlanta, par contre, c'est parti, quoi. Oui, donc Atlanta, on en parlait la semaine passée, 3-0, 4-0 ici. Ryan joue en taille patron pour le moment, donc il a le meilleur rating de la NFL. Oui. Alors peut-être un petit mot sur le rating pour ceux qui s'y connaissent moins, Georges. C'est le pourcentage de jeux de bonnes passes par rapport aux tentatives effectuées par le quarterback, c'est-à-dire le passeur, celui qui est le grand organisateur du jeu pour une équipe. Oui, donc on calcule un peu comme un index en basket en tenant compte de ses touchdowns, de ses interceptions, etc. Les touchdowns interviennent, les interceptions interviennent, elles, donc en négatif, tout le reste intervient en positif. On ne tient pas compte, par exemple, du nombre de sacs ou de ce genre de choses, puisque là, ce n'est pas de lui. Voilà, que de lui. Donc un Ryan taille patron, il tourne à peu près à 112 de rating pour le moment. En plus des grosses armes à sa disposition, Turner, Gonzalez, Julio Jones et Roddy White. J'ai un peu regardé le match. Ils ont eu de la chance, parce que je sais pas si t'as vu le résumé, mais gros fumble de Newton à 1:30 de la fin. Et c'est le tournant du match, parce que s'il ne perd pas la balle, donc le fumble c'est quand un des joueurs perd la balle en plein jeu. S'il n'y a pas fumble, le match est tué. Oui, mais enfin, c'est un peu comme pour ceux qui se lancent dans le football américain, c'est comme comme si que les défenseurs en football commettaient jamais d'erreur de marquage ou quoi que ce soit. Donc ça fait partie pour moi intégrante justement ce que les Américains appellent les turnovers, donc les pertes de balles. Les erreurs en fait. Les habitués du basket suivent un peu mieux ce langage-là. Pour moi ça fait partie du jeu. Les voir gagner quand même 30-28 contre les Carolina Panthers. Il faudra élever le niveau de jeu quand il s'agira d'affronter des gros cylindrés. Ceci dit, c'est une équipe quand même, il faut bien le dire, avec une grosse pression. Atlanta, c'est pas n'importe quelle ville, c'est pas n'importe quelle franchise. Derrière, il y a Coca-Cola, avec tout ce que ça peut amener comme groupe. Et franchement, sur la construction de l'équipe, justement autour de Matt Ryan, quand il l'avait drafté... 5 ans, je pense, il y a 5 ans. Oui, c'est ça. C'était vraiment pour avoir un titre, justement, après 4 ou 5 années. Donc, est-ce la bonne, est-ce pas la bonne ? Ils sont déjà quand même allés en play-off dans le Dôme, là-bas. Oui, ils n'ont pas encore gagné un match en play-off, mais il y a déjà été 3 fois. Oui, c'est ça. Et donc, ils jouent dans un dôme fermé, voilà, sur un terrain... Donc,
un synthétique dont beaucoup d'équipes adverses se plaignent, évidemment dans un potin infernal pour les visiteurs, où on empêche que le quarterback puisse communiquer facilement avec ses joueurs en faisant du bruit. Bon, voilà, Atlanta, il faut dire ce qui est, normalement, course vers les playoffs, et quand on commence aussi bien sa saison, on ne s'arrête pas en 6 mois. On ne s'arrête pas, je pense que c'est bien parti. Et alors on en parlait aussi la semaine passée, la surprise d'Arizona et des Cardinals, l'équipe annoncée comme la plus mauvaise de NFL se retrouve à 4-0, alors ils sont passés par le chat de l'aiguille ce week-end à Miami. Oui, 24-21, mais après prolongation. Overtime, après prolongation. Donc eux aussi, comme Atlanta qui avait donc gagné par un écart de 2 points, eux aussi une victoire par le chat de l'aiguille, contre aussi une équipe, Miami, les Miami Dolphins, une équipe très fantasque, donc dans un bon jour ça peut bien donner, dans un mauvais peut complètement se faire ratiboiser de 40 points. Je pense qu'ils ont été menés tout le match, sauf à la fin. Ouais, ils mènent qu'une fois pour gagner, bravo. Oui, méthode Merckx. Et la méthode Merckx, et c'est la défense qui fait basculer un peu le match aussi sur la fin, au 4e quart-temps. Les sacs qui interviennent au bon moment. Ouais. Parce que à côté de ça, Miami, Tannehill fait son premier match de sa carrière pour plus de 400 yards. Et voilà, donc... oui, évidemment, avec comme conséquence qu'on retrouve un receveur à 250 yards. À plus de 250 yards, ça va de pair. Donc, on en reparlera dans le top 3. Et donc voilà, donc 3 équipes à 4-0. Alors, un petit break et on se retrouve après pour les équipes qui sont à 3 victoires, 1 défaite. À tout de suite. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, Benoît Choquet. De retour sur Ramdam Sport pour la suite de l'analyse de la 4e semaine en NFL. Alors on a vu les 3 équipes toujours invaincues. Maintenant on va passer aux équipes qui sont après ce week-end à 3 victoires, 1 défaite. Et il y en a une flopée. On peut citer Baltimore, Cincinnati, San Diego, Philadelphia, les surprenants Vikings et les Niners qui ont à nouveau gagné ce week-end. Alors on peut un peu balayer tous les matchs rapidement. Je te propose de commencer par Baltimore-Cleveland. Baltimore-Cleveland. Alors, confirmation, victoire de Baltimore. Service minimum, les Ravens. 23-16 donc contre les Browns, qui eux sont à 0-4. Ils n'ont toujours pas gagné le moindre match, et c'est reparti comme dans les pires années de Cleveland. Oui, service minimum, mais confirmation de ce qu'on a déjà dit sur cette antenne. Pour ceux qui commencent à s'intéresser et qui en même temps sont assez parieurs, franchement, c'est un coup sûr, une pièce sur les Ravens comme qualifiés pour les playoffs. On les reverra sans surprise. Sans surprise. On passe toujours dans la même division à Cincinnati, victoire sans difficulté contre les Jaguars avec un Dalton, le quarterback qui était rookie l'année passée, qui confirme son excellente année rookie. Ouais, il confirme que c'est pas Averill dans les Dalton. Ouais, non, ni Joe parce qu'il n'est pas colérique. Ni Joe, donc c'est le 6e. C'est le 6e, le roux, oui, roux de la famille. Voilà. Et victoire facile contre des Jaguars. 27-10. Ouais, sans discussion, c'était réglé, je crois, au 2e quart-temps. Mais une des rares équipes, effectivement, qui a pris les devants. Enfin, il y en a eu 2 ou 3, on en reparlera plus tard, mais qui n'a pas explosé et ne s'est pas fait ni rejoindre ni dépasser en fin de match. Donc, voilà. Pour Cincinnati... moi j'attendrai encore avant de m'exprimer, c'est pas mon genre d'être très patient. Non, c'était la surprise l'année passée en playoff, on les y attendait pas. Ouais. Je crois qu'ils se mettent pas trop de pression, c'est une équipe d'avenir. Oui, c'est ça, il faut, je pense que c'est vraiment un moment l'outsider type qui peut venir troubler les cartes et qui n'a sans doute pas les épaules pour aller chercher le Super Bowl. Pas encore. Ceci dit, il faudra voir comment, à chaque fois, on vous le dit, mais une fois que les équipes seront justement au moment de vérité, c'est-à-dire les playoffs, c'est là que les grandes équipes se font. Certaines sortent de saisons complètement difficiles, certaines sortent parfois de saisons exceptionnelles, voire sans défaite ou avec une seule défaite, et ne gagnent pas. Donc, très compromettant. Voilà. Alors après, victoire des Chargers, on en parlait, ils ont connu leur première défaite la semaine passée.
Oui. Mais ici, victoire tranquille. C'était réglé au premier quart-temps avec un 17-0 bien tassé à la fin du premier quart-temps contre Kansas City. Et un petit score fleuve à la fin. 37-20, plus 17. Bon, allez, encore un tout petit mot là sur San Diego. On en a déjà parlé, on a dit qu'on ne les attendait pas comme ça. Ça a toujours été, on le répète, une école classique. Voilà, on forme les équipes. Malgré les changements dans le staff, ce sont des gens, quand ils arrivent au poste, qui sont quand même dans le club, qui connaissent, enfin dans la franchise et qui connaissent bien l'état d'esprit. Et surtout, c'est quand même un super quarterback. Philippe Rivers. Voilà. Alors, dans les équipes à 3-1, on a aussi les Eagles. Philly, qui après avoir connu sa première défaite le week-end passé, a gagné le match au sommet de la division. Et de quelle manière, mon cher Benoît, puisque c'est surtout sur un raté des Giants, qui ont l'occasion de gagner. Donc le score final est de 19-17 pour Philadelphia. Et finalement, à la dernière seconde, un field goal, donc un coup de pied... entre les poteaux, mais qui ne passe pas entre les poteaux pour le New York, et donc défaite. Ce match, c'était un peu le festival des occasions manquées pour ceux qui l'ont regardé, parce que les quarterbacks ont tous deux fait un bon match, et pourtant score minime. Oui, mais juste encore une petite chose, c'est très important, c'est quand même deux franchises de la même division, là où ça va se jouer à peu de choses. Et donc cette victoire risque de compter au décompte final. Et c'est clair. Surtout que ça va se jouer sur. On sait que les Giants peuvent émerger au fur et à mesure de la saison avec un Manning qui est quand même un top quarterback. Il l'a encore montré dès le début de saison. Ils ont le titre en poche. Bon, il n'y a plus personne qui a fait le repeat depuis longtemps, mais donc pour les Giants, il me semble que il fallait aller gagner. Ouais. Voilà. Enfin, il fallait battre. Les Eagles et ils n'y sont pas arrivés. Non. Alors, on va passer donc les Niners. Alors, si tu veux bien, les Niners, on en reparlera dans le flop 3. On en fera un plus gros aparté parce que les Niners ont mis un 34-0 bien tassé aux New York Jets. On peut dire aux auditeurs que c'est un peu toi contre moi. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'était un peu le derby. J'en reviendrai dans le flop 3. Je ferai le mea culpa des Jets dans le flop 3. Et alors, la dernière équipe à 3-1, c'est les Minnesota Vikings. Belle surprise. Qu'on n'attendait pas du tout là. Belle surprise. Minnesota, donc 20 de Detroit Lions 13. Encore une victoire par plus 7. Ça marque peu. Quand je vois les statistiques offensives, elles sont dans une moyenne somme toute honorable. Par contre, ça veut dire que ça rapporte beaucoup de victoires, 3. En n'ayant pas jusque maintenant une super attaque comme pour la Ligue. Par contre, ça défend très bien. Ça défend très bien, et alors ça marque peu, mais ça fait preuve d'une précision incroyable. Christian Ponder est le seul quarterback à ne pas encore avoir été intercepté cette année. C'est sans doute ce qui explique l'efficacité dont on parlait. Tout à fait, donc en plus avec 2 victoires coup sur coup contre des équipes en play-off l'année passée. Alors on marque un petit break et on se retrouve dans un instant pour la suite du compte-rendu de la 4e semaine. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, Benoît Choquet. De retour sur Ramdam Sport pour la dernière partie des comptes rendus de ces 4e journées. Alors on va passer à la moulinette, les équipes à 2-2. Alors en parlant de moulinette, on va commencer par les Bills qui ne l'ont pas vu venir, mais ils menaient 21-7 contre les Patriots au début du 3e quart-temps et ça finit sur 52 points pour les New England Patriots, 28 pour les Buffalo Bills. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que tout d'un coup une équipe de génie se réveille et renverse complètement la tendance, et les autres ont complètement perdu les pédales. Maintenant, passer donc de 21-7 à 52-28, ça demande évidemment toutes les qualités que les Patriots peuvent avoir en force offensive. Ça demande surtout un rythme de jeu infernal et quasiment un jeu parfait sur tout ce qui est offensif. Et défensif, parce qu'il faut récupérer la balle aussi, quoi. Et défensif, mais là, voilà. Bon, alors sur le plan offensif, ils ont été un peu aidés par la défense des Bills, qui doit absolument apprendre, parce que c'est quand même une franchise d'avenir, à défendre. Et surtout à tenir ce genre de match quand on l'a en main, quoi. Ici, ils sont rentrés dans la douche en étant déjà propres et nets, en se disant il peut plus rien nous arriver. Puis ils ont glissé sur la savonnette, quoi. Complètement.
Alors dans les équipes à 2-2, on retrouve les Packers. Alors les Packers un peu mitigés ce début de saison. Ils sont en 2-2. Bon, une victoire volée la semaine passée. Ouais. Avec un petit clin d'œil à Sébastien Sancho s'il nous écoute. Et ben voilà, ils ont été gagnés aux New Orleans Saints qui sont eux complètement la traîne. Un seul point d'écart face donc à une équipe des Saints qui elle affiche un bilan nul, 0 victoire pour 4 défaites, où Breeze joue un peu seul, pour pas dire pas un peu, mais il joue tout seul, ou presque, c'est-à-dire le quarterback joue à son niveau, les autres pas. Et les Packers, il va falloir absolument trouver l'équilibre, et surtout offensif. Défensivement, ça va encore, les chiffres, les stats parlent pour eux, pour refaire une bonne saison. Offensivement, il va falloir trouver une meilleure cadence que ça pour répéter le coup magique d'il y a 2 ans. D'il y a 2 ans. Oui, donc pour le moment, Saints, Breeze, c'est un peu comme Lionel Messi qui se retrouve au standard. Il serait un peu perdu, je pense, un jour. Ah, je pense qu'on peut mettre Lionel Messi au standard, ça n'y changerait rien. Voilà. Petit message à ceux qui aiment bien le foot et pour avoir une comparaison. Les Saints, c'est un peu ça. Bon, allez, on peut le dire. On peut mettre Lionel Messi à Charleroi, ça changerait pas grand-chose. Non plus, tout à fait. Alors on continue avec les Denver Broncos, où même si c'était contre les Oakland Raiders, Manning is back. Ouais, il faut toujours les battre. Hein. Oui, il faut les battre, et il a fait une perf du Manning de la grande époque, 30 sur 38 à la passe, 338 yards, 3 touchdowns, 0 interception. Ouais, collectivement rien à dire, donc score final de 37 pour Denver, 6 pour Oakland. Bah, je pense que tout est dit, quoi. Oui, Oakland avait une petite étincelle la semaine passée contre les Pittsburgh, mais chassé le naturel, il revient au galop. Alors on finit avec 2 équipes, dont une d'avenir et l'autre on verra, qui sont aussi à 2-2. Ce sont les Redskins qui se sont imposés 24-22 contre Tampa Bay, je pense. Et là, c'est la résurrection de Bill Cundiff. Bill Cundiff, on avait déjà parlé lors du duel entre les Ravens et le Patriots. C'était le kicker qui avait permis l'élimination des Ravens. Et ici, il a raté ses 3 premiers field goals et il a mis le 4e qui permet à Washington d'engranger sa 2e victoire. Un petit mot sur les Redskins. Importante victoire, elle replace cette jeune équipe à 2-2, c'est dans une division où tout va se jouer à très très peu de choses. Et un bon match de Robert Griffin III, c'est-à-dire avec plus de 300 yards à la passe, et il lui manque seulement un touchdown à la passe, mais au moins ici on n'a pas vu en train d'obliger de faire en même temps le running back, le coureur, le passeur et de temps en temps le receveur. Donc voilà, bonne défense comme toujours depuis le coup d'envoi de la saison à Washington. Et maintenant, il va falloir entourer ce bon quarterback par des receveurs dignes de ce nom. Et alors on termine avec les Rams. Alors les Rams, c'est surprenant qu'ils gagnent. Ils ont 2 victoires, c'est autant que sur les dernières saisons, je pense. C'était un match soporifique à mourir contre des Seattle Seahawks décevants offensivement, ce qui va peut-être permettre à Matt Flynn de faire son retour comme quarterback. Enfin non, de gagner sa titularisation aux Seahawks. Alors je sais bien que tu es un fan des Seahawks. Petite analyse sur ce match-là. Bah oui, c'est très bien résumé en fait. Voilà, le Seattle a un problème non pas défensif mais offensif, et c'est vraiment typiquement le genre de match que lorsqu'on veut avoir des ambitions, et Seattle se trouve dans une situation où il pourrait être vraiment l'outsider typique qu'on peut retrouver chaque saison dans chaque saison de NFL. Seattle, s'il règle pas son problème offensif, ne sera pas cet outsider typique qui vient secouer un peu tout le monde au moment des playoffs et créer un scénario qui pourrait après inspirer un film. Je pense qu'ils inspireront pas un film cette année. Non. Alors c'était les comptes rendus de la 4e semaine. On se retrouve dans un instant pour les top flops et le flag. À tout de suite. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, l'émission sur le foot américain. On est de retour pour le top 3 de la semaine. Alors Georges, on va commencer par le top 3 des équipes. Je t'en prie, ouvre le bal. Alors pour le top 3 des équipes, pour moi, on va faire dans la continuité de notre analyse et de ce que nous avons dit jusque maintenant. New England,
Patriots, qui ont passé 52 points, donc pour rappel au Buffalo Bills. Voilà, avec un scénario de folie et toujours le beau, mais ça, moi je m'en tape, mais l'excellent Tom Brady. Pour renverser la vapeur et l'excellent Wes Walker aussi. Hein, oui, tout à fait. L'excellente équipe parce que les running backs ont aussi fait un match de fou. Oui, et puis un vrai coach, quoi. Ouais. Voilà, un patron qui a passé son temps à construire cette équipe depuis longtemps. Avec son quarterback. Les Atlanta Falcons, dont on a parlé aussi, qui en sont donc à 4 victoires à 0 et dont le jeu vraiment s'est relativement corsé, étoffé, durci là où il fallait et je pense que les envolées offensives, elles ont toujours ou souvent été là. Elles sont maintenant plus régulières. Et donc, ils ont pris de la bouteille. Voilà, c'est l'équipe à suivre. Et enfin, un petit coup de cœur pour Minnesota Vikings. Franchement, j'aurais pas donné un pence moi là-dessus, de les retrouver à 3 victoires après 4 semaines de NFL dans une division où justement, ça va être plus relevé que prévu puisqu'ils sont toujours avec les Packers, les Lions et les Saints. Et les Saints, non. Non, excuse-moi, les Bears. Et les Bears. Donc ça va se corser et tout va se jouer sur la défense dans cette division. C'est peut-être ce qui va jouer en défaveur des Packers. Alors moi tu les mets numéro 3, je les mets numéro 1 de mon top 3 cette semaine, pour les mêmes raisons que les tiennes, mais je trouve ça beau, une équipe jeune, plein d'avenir, qui se retrouve à 3 dans une division des plus corsées. En numéro 2, les New England, pas besoin d'expliquer davantage, on l'a déjà assez fait. Et en 3, je reprends les Houston Texans, parce qu'ils sont aussi à 4-0 et qu'ils n'ont pas encore été mis une seule fois en difficulté cette saison-ci. Début de championnat parfait pour Matt Schaub et compagnie. Voilà, je te rejoins, moi pour les Texans, j'ai un petit faible pour leurs cheerleaders. Oui, en général dans le Texas elles sont toujours très sympathiques, mais on publiera bientôt des photos sur la page Facebook de Ramdam Music pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on est en train de parler. Alors on passe au top 3 individuel. Georges, ton numéro 1? Je placerai Tannehill, qui passe son premier match au-dessus de 400 yards à la passe, 431 exactement. Bon, franchement, ça c'est des perfs qui valent la peine. Surtout pour un rookie. Ouais, et puis ça prouve à tout le monde, ça peut mettre tout de suite une équipe sur les rails. Hein. C'est le genre de perf qui va tout de suite pas laisser l'ombre ou trop de doutes planer dans le vestiaire autour de est-ce que c'est le bon choix ou pas. Voilà. Bon, il en faudra un peu plus, mais enfin on lui demande pas de faire 430 yards chaque semaine pour sa première année. S'il en fait déjà en approchant les 300 de moyenne, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Je placerai en 2 une vieille connaissance, Peterson, ce qui traduit aussi donc et ce qui est logique avec Minnesota. Oui. Peterson qui nous passe pour son retour un peu plus de 100 yards à la course, et puis ce joueur est toujours aussi performant, efficace, et puis agréable à regarder, showman. Voilà, je suis fan. Très bon joueur. Et en 3e lieu, c'est aussi une vieille connaissance, Boldin de Baltimore, des Ravens de Baltimore, le receveur, dont on parle évidemment toujours de la qualité de l'énorme défense de Baltimore. Alors Flacco, le quarterback, je suis pas trop supporter, mais enfin il faut bien dire que si Boldin est capable de recevoir 131 yards à la passe, c'est que les passes sont arrivées où il fallait. Voilà mon top 3, mon cher Benoît. Alors je poursuis. Tu les avais mis dans ton top 3 par équipe, je l'ai repris en individuel. J'ai mis en numéro 1 Matt Ryan, le quarterback des Atlanta Falcons. C'est pas plus compliqué que ça. C'est le meilleur quarterback au niveau du rating en NFL pour le moment. Ouais, après 4 saisons, c'est lui. Le plus régulier. En numéro 2, Brian Hartline. Alors, tu as mis Ryan Tannehill, le quarterback des Miami Dolphins. Je mets le receveur des Miami Dolphins. Le complément. Si Tannehill a distribué 431 yards, Brian Hartline en a chopé 253. Énorme. Oui, ce gars-là est à un peu plus de 400 yards pour ses premiers matchs en championnat. C'est quasi autant que l'année passée sur toute la saison. Donc, c'est quasi, c'est plus que toute l'équipe des Jets en 3 matchs. Hein. Merci Georges. En 3e lieu, j'ai mis
une vieille connaissance aussi, donc on est un peu nostalgique aujourd'hui si vous nous écoutez. Peyton Manning, après une saison blanche aux Colts, il est de retour, et bien de retour, on en parlait en première partie. Match parfait, 130 dévals, 30 sur 38 à la place, 338 yards, 3 touchdowns, 0 interception, nouveau système offensif, et il est là, et bien là. Alors on se retrouve dans quelques instants pour l'avant-dernière partie et le flop 3 qui risque de mettre de l'ambiance dans le studio parce qu'on parlera notamment des Jets dont je suis supporter et des Niners qui sont chers au cœur de Georges. A tout de suite. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, Benoît Choquet. De retour sur Ramdam Sport pour le flop 3. Alors, je vais ouvrir les hostilités. De la NFL, mon cher Benoît. De la NFL, tout à fait, Georges. Pas le flop 3 de la saison de foot de Belgique. Non. Pourtant, on pourrait déjà en sortir un du côté de Liège, mais bon, la question n'est pas là. Voilà. Alors, le flop 3 en NFL cette semaine, on va ouvrir les hostilités. J'avais un peu coupé court dans les comptes rendus en première partie. Alors, moi, en numéro 1 du flop 3, j'ai mis le coaching staff et le general manager des Jets pour leur gestion de noyau déplorable, ce qui a donné comme résultat ce week-end un 34-0 bien tassé. Tu te fais du mal avec ton équipe. Je sais, mais bon, écoute, quand on prend 34-0 à domicile contre des Niners qui en plus ont joué au niveau du standard, j'ai envie de dire, je pense qu'il faut se remettre sévèrement en question. Sanchez va être accablé, mais pourtant moi je trouve qu'il n'en peut rien. C'est une équipe de bras cassés. Dès que certains titulaires sont partis, il n'y a plus personne. Chers auditeurs, c'est un harakiri live qui vous est offert. Oui, mais bon, je pense qu'on peut être supporter et être réaliste, mais quand on se dit qu'on veut installer un jeu offensif ground and pound, qui pour les non-initiés veut dire un jeu basé sur le jeu à course, et qu'on n'a que des réservistes, ou l'équivalent de réservistes comme titulaire, ça peut pas passer. Quand en receveur, on se tape le 4e receveur des Raiders de l'année passée qui sont tous au défoot de guerre, que le 5e receveur c'est un gars qui a été coupé par les Dolphins, où on peut pas dire qu'on se battait au portillon pour les places. Enfin bon, voilà, je pense que les Jets, ils ont fait illusion au premier match et l'illusion est déjà passée. Ils ont perdu leur leader au niveau défensif et je pense que la saison va être très longue. Surtout, pourquoi le coaching staff? C'est parce que ils ont Thibaut dont ils pourraient se servir comme arme redoutable. Moi, je mettrais les dirigeants aussi, Benoît. C'est le fruit d'une politique mal menée. Oui, non, voilà. Tout à fait, mais c'est pour ça que je disais le general manager aussi. On sait pas construire. Pour donner une comparaison, amis auditeurs, avec le football, c'est comme si le Real était actuellement 17e, quoi. Ouais, ils l'ont été par le passé aussi, hein. Donc le Real a eu ces problèmes-là également par le passé avec ses Galactiques. À l'époque, ils n'ont plus rien fait en Ligue des Champions depuis des années aussi, hein. Donc, les Jets, les Galactiques en ont gagné une. Oui, tout à fait. Bon. Mais, non, ici, les Jets, tu parles de la gestion, c'est pas plus compliqué. Chaque année, les équipes peuvent drafter entre 5 et 7, voire 8 joueurs, qui proviennent de l'université. Cette année-ci, ils en ont drafté 7. Il y en a eu 3 qui ont été coupés après la pré-saison. Je pense que c'est significatif, hein. Soit on ne sait pas drafter, soit il y a un gros problème ou il y a trop de concurrence. Donc c'est... Et puis Rex Ryan, pour moi, c'est un peu... D'ailleurs, ça se ressemble très fort quand on le dit. Rex Ryan, Ron Jans, il y a un parallélisme. On ne va pas se faire d'amis du côté Liège aujourd'hui sur Ramdam Sport, mais c'est pas grave, ils ont beaucoup d'humour à Liège. Donc ça, c'était mon numéro 1. Tu veux rajouter quelque chose, Georges? Non, simplement que moi j'ajouterais l'équipe dirigeante. Voilà, c'est le fruit d'une politique menée depuis plusieurs saisons par des dirigeants qui ont attrapé la mégalomania alors qu'ils ne construisent rien de valable et de concret sur le terrain. Donc voilà. Et puis je ne supporte que très peu cet entraîneur. Qui a du talent au niveau défensif, mais il faut bien le reconnaître. Mais ici, pour le moment, c'est une catastrophe ce qui se passe. Oui, mais enfin, quand on dit comme José Mourinho, je suis the special one et je vais gagner. Donnez-moi votre équipe en main parce que je vais vous apporter des trophées. Soit on le fait. Et alors, on est the special one et on vous accorde encore du crédit.
soit on ne le fait pas, et donc du coup on passe pour une grosse daube. Le gros problème de Rex Ryan, c'est qu'il est quand même promis de faire des Jets une équipe qui était capable d'enfiler plusieurs bagues de champion pendant sa période. Il est bien commencé, mais là c'est un peu comme le Titanic. Le début de la croisière s'est bien passé les 2 premières saisons, et là tout coule à pic. Oui. Alors en numéro 2, moi j'ai pointé les Detroit Lions. Alors pourquoi? Parce que l'année passée ils ont fait une apparition surprise en playoff, on ne les attendait pas là et pourtant ils y étaient. Mais là pour le moment c'est un peu la débâcle. Une victoire, 3 défaites. Alors que ça joue bien au niveau offensif, c'est la 6e équipe au niveau offensif en NFL, c'est la 6e équipe qui parcourt le plus de yards, mais en red zone c'est une catastrophe, et les unités spéciales ont été vraiment à la traîne ce week-end, vu qu'ils ont pris un kick et un punt return sur leur match, ce qui est quand même exceptionnel. Donc un kick et un punt return, c'est quand l'équipe dégage la balle et que le joueur de l'équipe adverse qui la reçoit retraverse tout le terrain pour aller mettre un touchdown. Eh oui. Donc voilà, et en 3e, pour encore enfoncer le clou sur les Jets, l'émission est difficile aujourd'hui, j'ai pris Kyle Wilson, qui est le remplaçant de Darrell Davis. Kyle Wilson. Alors pour la petite histoire, c'est un gars qui a été drafté au premier tour, donc c'est quand même logiquement un bon joueur à la base. Il a drafté au premier tour il y a 2 ans. Ici, il a l'opportunité de remplacer Darrell Davis, qui est lui le meilleur cornerback de NFL et qui est out pour la saison. Il l'a ramené dans les médias cette semaine en disant qu'il n'y avait pas de souci, qu'il était à la hauteur, etc. Et si Smith avait été un peu plus adroit, il y avait 3 touchdowns en plus pour les Niners. Donc merci à Kyle Wilson pour son grand match, et la prochaine fois qu'il se taise et qu'il fasse ses preuves. Georges, je t'en prie, je suppose que tu as pris ton pied à écouter mon flop 3 cette semaine. Parfait. Et j'en connais d'autres aussi. Je te cède la parole pour ton flop 3. Collectif, hein, donc. Collectif ou individuel? Individuel. Et alors, oui, les Jets, on peut pas passer à côté. Tu en as très bien parlé toi-même. C'est l'équipe que tu connais le mieux. Et franchement, je reconnais le Carolo qui est en toi. Supporter les zèbres au football et supporter les Jets en NFL, franchement, chapeau, Benoît Choquet. Non, moi, je vais même dire que ce qui est plus grave, c'est de prendre 34-0 et pas 37-0. Prendre 34-0 contre une équipe qui a très mal joué. Ouais, c'est ça. Et qui affiche des stats absolument affligeantes pour une équipe qui a mis 34 points, puisque moi je vais mettre Smith dans le flop. Smith, c'est le quarterback qui a passé, donc entre guillemets, dont l'équipe a passé 34 points aux Jets. Smith, ça va poser un problème à un moment, je pense, réel à cette équipe quand il va s'agir du money time et de l'heure de vérité. Ça va être trop court. Tout le reste de l'équipe, par contre, est capable d'aller au Super Bowl et de le rafler. Elle a déjà failli le faire l'année passée. Bon, il y a eu différents problèmes. Elle est beaucoup plus forte encore cette année, sauf sur ce poste. Moi, j'en suis intimement convaincu dorénavant. Alors, si on pouvait cloner Joe Montana, quel rêve. Je vais placer aussi dans mon flop Russell Wilson, un autre quarterback. Alors, c'est facile de taper sur les quarterbacks, mais c'est aussi les joueurs qu'on retrouvera souvent dans nos tops. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils soient pas dans les flops. Voilà. Alors, c'est à mon tour de me faire un peu de mal. Après les Niners, j'ai beaucoup de sympathie pour les Seahawks de Seattle. Russell Wilson, le quarterback de Seattle, est pour moi pas non plus à la hauteur des espérances de la franchise, qui pouvait donc, comme on l'a déjà dit, être un bon outsider. Et enfin, je vais mettre Tynes, le joueur. Alors lui, c'est ce que les Américains appellent un peu les Européens. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui jouent pas à la main, mais au pied. Donc qui donnent tous les kicks. Voilà, les kicks, les punts, on peut les retrouver même si maintenant les punters sont vraiment une race à part. Donc quand on rate à la dernière seconde le field goal qui ne passe pas entre les poteaux comme ça doit le faire, bien ça mérite d'être dans mon flop 3. Voilà, mon cher Benoît. Merci Georges. Alors on se retrouve dans un instant pour clôturer l'émission avec le flag. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, Benoît Choquet. De retour sur Ramdam Sport avec Georges Juppé pour la toute dernière partie de l'émission. Alors un flag spécial pour nos auditeurs qui veulent suivre les NFL. Alors je vais commencer avec mon petit flag de la semaine, qui sont pour tous ceux qui nous écoutent et qui s'y connaissent peu en NFL. Alors
La NFL est organisée comment ? La NFL, c'est le regroupement, la fusion de deux ligues il y a plusieurs décennies. C'est la fusion entre l'American Football Conference et la National Football Conference qui a donné la NFL. Donc, il y a deux conférences au sein desquelles il y a chaque fois 4 divisions qui sont composées de 4 équipes. C'est ça. Sinon, on jouait au football américain depuis bien plus longtemps que ça. Oui, tout à fait. Le football américain, juste pour un petit historique, qui était inventé en 1910, où à l'époque, c'était les facs d'Amérique du Nord-Est qui faisaient une mi-temps rugby, une mi-temps football, et quelqu'un a pondu les règles du football américain de ces rencontres européennes qui sont transformées en football américain. Donc voilà, donc il y a 32 équipes au total en NFL réparties en 8 divisions. Les champions de division sont d'office qualifiés pour les playoffs et ils sont attribués 2 wildcards, donc les 2 meilleures autres équipes qui ne sont pas championnes de division sont qualifiées par conférence. En playoff, on a un premier tour qui s'appelle les wildcards où c'est comme en basket en playoff chez nous, donc les 2 meilleurs de chaque conférence sont d'office qualifiés pour le tour suivant. Les 2 autres équipes rencontrent les 2 détenteurs de wildcards. Et là, tu joues sur un match. Et tout joue sur un match, il n'y a pas d'aller-retour, ce n'est pas comme en NBA, comme en NHL, etc. Tout se joue sur un seul match, l'équipe ayant terminé le plus haut, ayant l'avantage du terrain. Oui. Je n'ai rien oublié, Georges ? Non, c'est bien résumé pour ceux qui veulent découvrir ce magnifique sport et surtout si c'est vraiment les temps morts et le fait que ce soit un jeu haché, c'est ça qui ennuie beaucoup les Européens. Eh bien franchement, pour ceux qui disposent de la chaîne ESPN America sur donc le bouquet sportif de Belgacop TV et de vous, eh bien voilà, comme ça tout le monde est content. Il y a quand même de nombreuses diffusions où justement on voit bien le match en entier, en néant, enlevé, ôté. Bon, c'est du différé évidemment, donc c'est une heure plus décente, mais au moins là vous n'avez pas tout cet temps mort et vous pouvez regarder. Voilà. Tout à fait. Et pour ceux qui n'ont pas le bouquet sport avec leur abonnement, on le rappelle, on l'a dit en début d'émission, mais nfl.com où il y a beaucoup de vidéos et notamment tous les résumés des matchs. Alors Georges, ton flag de la semaine, toi ? Moi je vais agiter non pas un flag de pénalité, donc non pas un flag jaune, je vais agiter le flag, le drapeau des États-Unis qui viendra se poser donc pour ceux qui veulent découvrir, alors là non plus à la télé mais carrément voir le show, le live, c'est-à-dire aller au stade. Chaque année la NFL organise un match à Londres au stade de Wembley. Enceinte prestigieuse en plus. Prestigieuse, évidemment. On ne pouvait pas, à mon avis, trouver mieux. Cette année, ce sera le dimanche 28 octobre, coup d'envoi à 17h, heure londonienne, pour un match entre les Rams de Saint-Louis et surtout les Patriots de New England. Ouais. Et on peut le dire, Benoît, franchement, c'est l'occasion de voir à l'œuvre la top équipe sans doute de la dernière décennie. Oui, tout à fait. Voir Tom Brady à Londres, pour ceux qui sont accros au foot américain ou ceux qui veulent le découvrir, je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Alors, il reste quelques tickets, mais uniquement en package ticket hôtel. Personnellement, j'ai eu la chance d'y aller il y a 2 ans et ça se fait avec Thomson Sport et c'est très 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 bien organisé avec plusieurs choix de packages. Où doivent-ils s'adresser, Benoît ? nfluk.com, donc nfluk.com. Et prévoir quel budget ? Ça tourne avec les transports à 500, 600 euros, y compris les restaurants, les dépenses sur place, etc. pour une nuit, plus le shuttle, etc. Voilà. Donc c'est un petit budget, mais se retrouver à Wembley avec 80 000 personnes pour un match de foot américain, ça reste extraordinaire parce qu'ils mettent les petits plats dans les grands pour convaincre les Européens de suivre leur sport. Alors Georges, un tout grand merci pour ta participation au Random Sport de cette semaine. Merci à toi Benoît et merci à vous pour votre attention. On se retrouve quant à nous jeudi et dimanche pour United Sports of America qui vous annoncera le menu de la semaine 5 en NFL. Bonne soirée à tous, à bientôt. Random Sport, Benoît Choquet.